Bonjour, bonjour. On est toujours le vendredi. C'est la vidéo numéro de la journée, la suite de 1989 à Paris. Bien. Euh, Après ce coup de foudre avec Julien, on continue à se revoir, bien sûr. Mais il y a une partie de ma vie que je ne vais pas raconter tout de suite avec Julien. On va aller directement en 1990 où je change de travail et de restaurant. Pas très loin des rues des Bernardins. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, pourquoi je suis parti du diapason, comment ça s'est passé, tout ça. Tout ça, ça sera certainement publié dans un livre beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Là aussi, il y a des choses intéressantes à apprendre, mais vous comprenez bien que là, tout de suite, je ne vais pas tout vous raconter. Pour des raisons XY, donc je change d'employeur. Et je me trouve pas très loin des rues des Bernardins, je me trouve sur le quai de Seine, pas très loin de la Tour d'Argent, un peu plus bas, à 300 mètres, l'Ange Gourmand, restaurant L'Ange Gourmand. Ne cherchez pas dans les bouquins culinaires, guide Gomillot, Michelin, il n'existe plus non plus. Cuisine traditionnelle du Sud-Ouest. Là aussi, il y a plein d'aventures et d'histoires très intéressantes à raconter. Par exemple, depuis quelques mois, je suis dans un restaurant et je sympathise avec un serveur qui s'appelle Patrice, qui est le responsable de salle. On est trois quatre à travailler en salle. C'est déjà un grand restaurant avec une terrasse et tout ça. On est sur le bord de la Seine. Il y a les kiosques à journaux sur le quai, juste en face et tout. On voit le Notre-Dame de Paris, etc., etc. C'est déjà beaucoup de travail, beaucoup de stress, mais il y a quelque chose qui va se passer de très important, c'est que ce garçon, Patrice, qui prend pitié de moi un petit peu et qui m'aime bien et il voit que je suis un garçon sérieux, honnête, à un moment donné, il va me tendre la main. Son rapport sexuel, parce qu'il est homosexuel et tout, comme moi, mais il y aura jamais de sexe entre nous. C'est pas mon style de garçon, et lui non plus d'ailleurs, je ne suis pas son style. C'est un garçon très intelligent, qui fume, qui de temps en temps il doit fumer son joint, etc. Il vit avec un homme aussi qui a le sida, qui va prendre soin de lui pendant des années avant qu'il meure. Lui-même, ce Patrice, un jour, alors que je suis déjà parti du Lange Gourmand pour une autre adresse, il va m'avouer qu'il a lui-même le VIH. En 1990, il n'y avait pas encore les trithérapie. Après la faillite du restaurant L'Ange Gourmand, etc., moi je trouve une autre place, évidemment, dans le 6e arrondissement, où je vous parlerai un peu plus tard. Ce garçon, Fabrice, il habitait dans Paris, je ne me rappelle plus l'adresse. Un jour, il m'invite, déjà son ami, il est décédé. Lui-même, il est en arrêt de travail, il n'a pas de travail, il est au chômage. Moi, je, je viens de quitter la nouvelle adresse de restauration aussi. Je me trouve sans travail également. On se voit souvent, on discute, on boit un verre, etc., etc. Après, la situation de ce garçon s'est dégradée. À un moment donné, il m'aide aussi. Il se porte caution pour mon studio. Figurez-vous que je vais habiter à la même adresse que le restaurant Le Diapason, au premier étage. Je vais avoir un studio rue des Bernardins grâce à ce garçon qui s'appelle Patrice, qui a confiance en moi et qui se porte caution à l'agence. C'est un studio avec une mezzanine qui fait 16 mètres carrés.
très pratique pour moi qui est au centre de Paris. À ce moment-là, je travaille à Lange-Gourmand et après, je vais trouver une autre place dans le 6e, pas très loin, où je peux rentrer à pied exactement le soir après le service. Évidemment, ces années-là, ces 2 années sont très importantes dans ma vie. Je rencontre des gens, des personnalités, des stars, des gens de cinéma, de télévision, des écrivains, des auteurs, des éditeurs, des producteurs, des hommes politiques, des ministres. En vois-tu, en voilà, il y a toute une liste que je ne peux pas vous citer. La chose la plus terrible dans ces années 92, c'est ce garçon, Patrice, il me donne plusieurs fois un coup de main pour mes difficultés. Il y a aussi une histoire qui va se passer en 80, en 96, très importante dans ma vie, qui est une histoire complètement extraterrestre. Le mot extraterrestre. Mais cette histoire qui va se passer euh, dans un nouveau restaurant sur l'île de la Cité, je ne vous dirai pas le nom du restaurant parce qu'il existe encore, près de Notre-Dame. C'est mon 2, 3, c'est mon 4e restaurant. Là aussi, il va se passer quelque chose de... Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire, bien sûr. C'est une grande histoire, une grande aventure. Et ce garçon, Patrice, il va aussi, quelque part, à un moment donné, me tendre la main. Quelque temps plus tard, il coupe les ponts avec moi. Il est dans une situation très difficile, son état de santé se dégrade. En 96, la thérapie n'existe pas encore, les médicaments sont un petit peu... euh, ils maintiennent les gens en vie, mais bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est une partie que je vais développer dans mes livres parce que les années 80 avec le sida et tout ça, Paris, moi je suis arrivé en 87, on était en plein d'épidémie, c'était l'hécatombe, je le voyais bien dans mes restaurants où je travaillais quand il y avait des couples d'homosexuels qui venaient ou des gens seuls, de semaine en semaine, je voyais leur état de santé se dégrader, c'était quelque chose d'horrible, qui faisait peur, c'était une époque vraiment spéciale, très spéciale. Un jour, un de mes patrons, j'étais en train derrière le bar en faisant la vaisselle. À déjeuner, il y a un petit peu de tout. Je me trouve rue de Renard à travailler. À un moment donné, à déjeuner, il y a un couple d'homosexuels qui vient déjeuner. Ils sont très maigres, très maigres. Oh, ils font peine à voir, peine à voir. Voilà que le serveur débarrasse la table et tout de ces gens, comme les autres. Moi, je suis derrière le bar en train de faire ma vaisselle, puisque ce jour-là, c'est mon travail de faire les cafés, de faire la vaisselle, de faire les desserts. Je suis toujours commis dans cette pizzeria, rue du Renard. À un moment donné, le serveur arrive avec les plateaux de verre. Voilà que mon patron, la cuisine est juste sur le côté gauche. Mon patron voit le serveur débarrasser la table, il voit qu'il me ramène les verres, etc. Voilà que mon patron se jette sur le plateau de verre, prend les verres du couple homosexuel et les met à la poubelle. Waouh! Le moment que je viens de vivre. Oh la vache! On est en 1988. Je fais 1 année et demie dans ce restaurant. Et le patron vient de jeter les verres
d'un couple homosexuel parce qu'il est malade. Évidemment, mes patrons ne savent pas que je suis homosexuel. Je leur ai jamais dit à ceux-là que j'étais homosexuel. Oh non, je savais bien que ceux-là, ils n'avaient pas le droit d'avoir la vérité. Mais vous vous rendez compte, dans la sale période où on était, c'était un choc terrible, terrible. On disait tellement de choses affreuses, fausses sur le VIH, sur le sida, sur les homosexuels. C'était une période noire. À Paris, c'était l'hécatombe. On les voyait semaine après semaine dans tous les restaurants que je faisais. Pendant 1 an, 2 ans, on voyait l'hécatombe, le désastre, l'horreur de cette maladie. Patrice, à un moment donné, son état de santé s'aggrave. Je finis par comprendre qu'il essaye de couper les ponts parce qu'il ne veut pas que je le voie dans cet état-là. On a des rapports très sains entre lui et moi, puisqu'on n'a jamais eu de rapport sexuel, rien du tout. On a une amitié, une confiance, une honnêteté. Il y a des choses qui sont racontées au téléphone, ou chez lui, ou chez moi, dans mon studio, rue des Bernardins. Puisque c'est lui qui a permis que j'ai une vie meilleure et plus apaisée. À un moment donné, j'ai plus de contact avec ce garçon. Je comprends très vite qu'il ne veut pas que je le voie dans cet état. J'essaye au téléphone par tous les moyens de le convaincre, d'aller le voir, de sortir, d'aller manger ensemble. Je comprends au téléphone dans sa voix qu'il a beaucoup de peine en lui et qu'il ne veut pas que je le voie dans cet état-là. Le sida, c'est une maladie qui détruit comme le cancer l'extérieur des gens et l'intérieur. Ils deviennent des légumes. Ils deviennent des enfants, ils se vident au lit, ils sont maigres, ils se vident, ils sont obligés de porter des couches et tout. C'est affreux. En plus, des jeunes, en plus des jeunes. Quand vous êtes âgé, quand vous avez un cancer, quand vous avez 80 ans, mais des jeunes, c'était l'hécatombe. C'était affreux. Bien. Dans ce restaurant, l'Ange Gourmand, j'ai quand même travaillé presque 1 an. J'ai rencontré aussi des personnalités de la télévision, du cinéma. Un jour, il y a Alain Delon qui a débarqué avec Anne Sinclair à déjeuner. Il était déjà presque 3 heures de l'après-midi. Et bien sûr, comme c'était des stars de la télévision à l'époque, Anne Sinclair, Alain Delon, à l'Ange Gourmand, ça le fait. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve. Il y a eu des livres, des magazines qui ont sorti, des photos. Il y a même un magazine, Paris la nuit, où je suis en photo avec mon patron de l'Ange Gourmand. C'est réel, tout ça c'est réel, c'est vérifiable. Un autre jour, en fin de service, dans l'après-midi, qui je vois débarquer à l'Ange Gourmand? Hervé Villard avec Annie Girardot. Il se promenait sur le bord de quai et Annie Girardot, très mince, très simple, très sympathique, Hervé Villard la tenait par le bras parce qu'Annie Girardot, à l'époque, elle était fragilisée, elle n'était plus la star des années 70 au cinéma, elle n'était pas encore Alzheimer à l'époque, mais sa vie au cinéma avait beaucoup changé. Moi, j'adorais cette femme, j'adore toujours cette femme. C'était extraordinaire, ce bout de chou, ce bout de femme habillée simplement qui vient nous demander une bière. Il est l'heure de rentrer à la terrasse et de fermer le restaurant Le Lange Gourmand. Mais comme c'est Hervé Villard que j'adore et Annie Girardot, pour la deuxième fois, je la vois en vrai. Parce qu'en vérité, je l'avais déjà croisée un soir dans une rue de Parisienne. Où je l'avais croisée, je l'avais dit bonjour de loin.
Elle m'a regardé tendrement, comme si elle m'avait jeté un regard sympathique de loin, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce garçon aussi magnifique qui me dit bonjour? C'est certainement ce qu'elle a pensé dans sa tête. C'est vrai que j'étais beau garçon. Mais on n'avait pas abordé une... C'était la nuit, il était tard et on n'avait pas abordé une discussion. Hervé Villard, avec Annie Girardot, s'installe à une petite table. Je ne suis pas seul ce jour-là. On est au moins 3 personnes. Il y a Patrice qui est là avec moi et une autre serveuse complètement délirante. Et on est 3. Le patron, ce jour-là, il n'est pas là. On passe un moment à discuter avec eux simplement. Hervé Villard très gentil, ils sont tous les deux très doux, très cool. Ils se prennent pas pour des gens, voilà. C'est vraiment très sympathique. C'est dommage qu'à cette époque-là, les portables n'existaient pas encore pour prendre un selfie. Annie Girardot, j'étais tellement passionné par sa carrière cinématographique, par tout ce qu'elle dégage comme bout de bonne femme. Il faut dire qu'elle n'est pas très grande, Annie Girardot, en vrai. Elle n'était pas très grande. Annie Girardot, c'était une petite femme, pas très grande. Mais au cinéma, on voit toujours les gens très grands. Et les chanteurs aussi, on les voit très grands. C'est extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens comme ça dans la vie. Ah, Annie Girardot, ses films. Oh, qu'est-ce qu'elle dégageait cette femme au cinéma. Comme Romy Schneider, que j'aime beaucoup, Simone Signoret, Alain Delon, Gabin, Luce de Funès, Bourvil, Fernandel, tous ces gens de cette époque des années 70, euh, Michel Piccoli, Claude Brasseur au cinéma, Reggiani au cinéma, Yves Montand au cinéma. Il y a tellement de choses magnifiques cinématographiques dans cette période 70, 60, 80. Oh là 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 là. Le cinéma français, il est à son ponte, il est extraordinaire, il est magnifique, c'est de l'art pur. Il y a des histoires vraies, il y a du comique, pas comique, du dramatique, de la comédie. Z, Z. Est-ce que vous avez vu le film Z avec Yves Montand? C'est un film politique. Z, le film Z. J'étais à l'école, on m'a projeté ce film. Oh la vache, la claque. Z, le film Z avec Yves Montand. Impressionnant. Est-ce que vous connaissez ce film? Oh la vache. Annie Gérard, Romy Schneider, dans Le vieil homme et un fusil, avec Philippe Noiret. Le vieux fusil avec Romy Schneider et Philippe Noiret. Connaissez-vous ce film? Oh la claque! Oh la claque! Ça se passe pendant la guerre 1945. Oh, ce film d'une vérité extraordinaire, magnifique, magnifique. Romy Schneider dans ce film. Cette femme, elle dégageait quelque chose, comme Piaf quand elle chantait, comme Brel, comme Jean Ferrat, comme Reggiani quand il chante, comme Léo Ferré, Brassens, quand ça dégage. Qu'est-ce que ça dégage? C'est grandiose. Je suis à l'extase avec tout ça, avec ces acteurs, ces actrices, ces chanteurs. Mais c'est pas seulement des chanteurs, c'est des gens qui vivent la chanson, qui savent vivre la chanson. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est magnifique. C'est comme le fado avec Amalia. Quand Amalia Rodriguez chante le fado, oh la vache, la claque, la claque. Amalia, je l'ai rencontrée un jour à Paris. C'était tout à mes débuts. Hein.
Je fréquentais beaucoup les émissions de télévision qui étaient enregistrées, comme De Chavannes l'après-midi. De Chavannes a enregistré Coucou c'est nous, je crois, ça s'appelait. C'était des émissions où on pouvait assister. Un jour, je lis dans la presse qu'Amalia va se produire à l'Olympia. C'était en 1987, 1988, je ne sais plus quelle date exactement. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière date d'Amalia Rodriguez à l'Olympia. Elle fait une interview sur France Télévisions. France Télévisions à l'époque se trouve près des Champs-Élysées, près de la radio RTL. Il y a une maison d'enregistrement de France 2, France 3. Amalia Rodriguez passe au journal de 13 heures en direct. Je le savais, je l'avais lu quelque part. Je me pointe sur place à la sortie. Amalia sort avec sa sœur. Amalia Rodriguez est toujours accompagnée de sa sœur, qui est un petit peu plus petite qu'elle. C'est extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, je voyais Amalia Rodriguez en personne, cette grande dame du fado. Je lui dis bonjour, je lui parle un petit peu en portugais et elle me fait un orthographe. Elle me regarde de la tête aux pieds. À l'époque, je m'habillais je devais avoir un truc déchiré, un jean déchiré. C'était l'été. Je croyais même que j'avais un truc, un pantalon coupé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À l'époque, j'étais un peu... il y avait ma sexualité qui sortait et tout, et j'étais un petit peu sexy, un peu provoquant. Elle me regardait comme ça avec ses yeux. Elle m'a regardé de la tête aux pieds. Elle était étonnée, mais qu'est-ce que c'est ce garçon qui est habillé comme ça, très, très sexy, très extravagant, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon? Elle a dû se dire dans sa tête. Elle me salue, elle est très sympathique, on reste ensemble 2 minutes. Bien sûr, je lui ai dit, j'irai te voir à l'Olympia. Sa voiture est garée au bord de cette avenue. Je crois que c'est une avenue. Avenue Montaigne, je crois, je ne sais plus. Sa sœur, bien sûr, l'accompagne et tout. Et elle rentre dans sa voiture et puis hop, elle part. Je crois que c'est le lendemain ou après le surlendemain qu'elle chante à l'Olympia. On peut trouver facilement sur Internet la date exacte. Mais je crois que c'était vraiment le dernier concert d'Amalia à l'Olympia à Paris. Mes souvenirs sont bons. Mais peut-être que je me trompe, hein, attention, je n'ai pas non plus la science infuse. Mais malheureusement, je n'irai pas à l'Olympia. Il va se produire quelque chose dans ma vie de très grave à ce moment-là, et je ne pourrai pas aller voir Amalia à l'Olympia. Ça sera un grand regret de ma vie. J'aurais jamais vu Amalia chanter en direct dans une grande salle, dans un grand théâtre parisien. Quelle déception, quelle déception, quelle déception. Mais beaucoup plus tard, dans un de mes livres, je développerai plus en détail cette aventure de ma première année à Paris en 1987, comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre cassette. Bien. À un moment donné, un an après, à peu près, d'être resté à l'Ange Gourmand comme serveur, je change de crèmerie. Je me trouve dans le 6e arrondissement, rue Mabillon, en haut de la rue Mabillon, près du marché. Le marché qui à l'époque n'était pas encore couvert, aujourd'hui le marché est couvert. Il a un grand parking souterrain qui est très impressionnant. À l'époque, quand j'ai démarré dans ce restaurant, qui s'appelait l'écaille de PCB, l'écaille comme l'écaille de poisson, PCB. Claude Pierre Bardèche, je crois que c'était les initiales. Mon patron s'appelait Bardèche. Et il avait une deuxième brasserie très renommée qui s'appelle Les Charpentiers au début de la rue Mabillon sur la droite.
Et il y a le musée Les Compagnons. Des compagnons, c'est les gens qui, vous savez, qui partent faire les charpentiers, ça s'appelle les compagnons. Il y a un musée juste à coller aux charpentiers, cette brasserie de nom qui existe encore toujours, mais qui a dû être revendue parce que ça date des années 90. Le restaurant, l'Écaille de PCB, comme vous l'avez compris, c'est un restaurant gastronomique de poissons. Il se trouve dans un lieu, dans le 6e arrondissement, entouré de toutes les émissions de La Fond, Gaymard, Le Point. Tous les éditeurs sont dans cet arrondissement. Et pas seulement les éditeurs de livres. Non, il y a Catherine Deneuve qui habite pas loin, avec Mastroianni. Il y a le Sénat qui est pas très loin, et le midi, on avait du bon gratin. D'ailleurs, la salle c'était une quarantaine de places avec un petit salon en bas. Elle était vite remplie au déjeuner. Au déjeuner, on faisait le chiffre d'affaires car on avait des stars du cinéma, de l'écriture, de la télévision, des présentateurs, des chanteurs. On avait tout, Pierre Berger, on avait Raymond Barre, Lionel Jospin, Catherine Deneuve, Mastroianni, Françoise Verny, la productrice de cinéma, Eddie Mitchell, Monsieur Michel Lafon en personne a déjeuné souvent à l'Écaille de PCB. Et beaucoup tant d'autres, beaucoup tant d'autres. Mais je ne vais pas vous donner toute la liste, bien sûr, parce que je m'en souviens plus très bien non plus. Mais il y avait que... Alors, le midi, c'était rigolo, parce que le maître d'hôtel, il avait du mal à placer les gens, puisqu'il y avait tel ou tel parti, il y en a un qui était de droite, d'autres qui étaient de gauche, l'autre que c'était... Il ne voulait pas qu'ils soient côte à côte, parce que voilà, ça ne se fait pas, il ne faut pas qu'on les voie ensemble, alors que finalement, ils se disent bonjour, ils se connaissent tous, ils se font un petit coin d'œil tous, où ils se serrent la main. C'est très rigolo. On se croirait dans une pièce de théâtre, les enfants. On voit tous ces beaux mondes de droite, de gauche, ou d'extrême, ou je ne sais pas trop quoi, se dire bonjour, se serrer la paluche, boire même un verre ensemble, ou fumer un cigare. C'est extraordinaire, non? Un jour, on a une réservation spéciale. Le patron, il est tout fier. Il nous convoque, on a une réunion dans le petit salon en bas. Il y a le maître d'hôtel, il y a moi comme maître de rang, et un autre jeune commis, on est 3, plus la patronne qui vient nous donner un petit coup de main au déjeuner. Très belle femme, très belle femme. Le patron nous convoque un matin ou après le déjeuner, je ne sais plus, dans le petit salon privé en bas du restaurant. Et voilà qu'il nous annonce la nouvelle. Bon, voilà. Tel jour, on va avoir M. Jacques Chirac à déjeuner dans le salon privé avec une dizaine de personnes. Waouh! On va avoir M. Jacques Chirac en personne à déjeuner au petit salon avec une dizaine de personnes. Le patron, il est très fier, il est très content. Évidemment, il connaît par cœur tous les goûts de Jacques Chirac, la tête de veau, l'homme qui boit de la bière, qui serre toutes les mains, qui est très sympathique, très grand, très souriant, qui a une espèce de truc en lui qui appelle les gens, il est extraordinaire. Et le jour J, à déjeuner, bien sûr, on reçoit M. Jacques Chirac, maire de Paris à l'époque. Parce qu'il n'est pas encore président, hein. Il est maire de Paris. Hein. Et bien sûr, sa femme n'est pas là. Il vient pour déjeuner d'affaires. Je crois que d'ailleurs qu'il y a que des hommes. Mais j'en suis pas sûr. Je me rappelle plus très bien, mais je suis pas sûr. Bien sûr, on fait tout pour que ce déjeuner soit au top. Il y a les gardes-corps, et il y a les gens qui arrivent un par un, on les installe en bas en attendant M. Chirac, etc., etc. Bien sûr, M. Chirac est le dernier à arriver.
Le repas se passe bien, le patron il est très content, très fier, la cuisine est bonne, tout le monde s'est mis sur son 31, la cuisine est exceptionnelle, c'est un restaurant de poissons gastronomique, tout est fait à la commande, on a des poissons entiers, des bars entiers fourrés aux fenouilles, aux herbes, et tout est préparé devant le client, c'est vraiment un travail soigneux, extraordinaire, avec du bon vin, des belles tables fleuries. C'est magnifique, c'est merveilleux. Travailler dans cette atmosphère. Le repas se passe bien. Tout le monde part, à fur et à mesure, de ce repas avec M. Jacques Chirac. M. Jacques Chirac, il est le dernier à partir. Il remonte les escaliers qui donnent à la salle et à côté, juste à côté de l'escalier, il y a le bar. Un bar en bronze que j'astiquais tous les matins, qui est toujours très propre. Le patron m'avait donné cette tâche. Abel, c'est vous que tous les matins aurez à nettoyer le bronze du bar. C'était un travail d'enfer. Tous les matins, je astiquais avec le chanfon et le miroir ce bar. Ce bar qui brillait. Le patron, il arrivait le midi avant le service ou des fois même avant pour regarder, voir ce qui se passait en cuisine parce qu'il y avait deux restaurants à gérer. Il était une fois au Charpentier, une fois à l'écaille de PCB. Il n'y avait que 200 mètres à faire à pied. C'était extraordinaire. Ce patron était extraordinaire. Un mec, un bon français, un mec qui avait de l'art, il y avait la simplicité, il y avait l'amour dans ce qu'il faisait. Sa femme extraordinaire, il y avait de l'amour. Tout le monde donnait de l'amour aux clients dans ce restaurant. C'était magnifique, c'était merveilleux. Ça, c'est les gens qui ont de l'amour pour les belles choses, pour la terre, pour le poisson, pour tout ce qu'ils font. Il y avait de l'amour, même en cuisine avec ses employés. Le patron s'attachait à donner des valeurs, à parler aux cuisiniers, à parler aux serveurs quand il y avait quelque chose qui allait pas. Il avait toujours le bon mot. Jamais, très rarement, je l'ai vu en colère. Et pourtant, tout a été réglé comme un papier à musique, du début à la fin. Le bar astiqué, la cave en place, les tables préparées en fonction de la réservation. Tout était comme accordé comme un instrument de musique. C'était merveilleux, c'était extraordinaire. Parfois, il y avait des clients très importants qui arrivaient avant leurs invités. Catherine Deneuve, par exemple, des fois, elle arrivait avant ça. Elle se permettait de dire quelques mots. On lui parlait quelques mots. Berger, Laurent Berger, pareil. Parfois, il arrivait tout seul à déjeuner avant ses invités. On se permettait de causer avec eux, on balançait 2 ou 3 phrases et à ce moment-là, on se croyait les maîtres du monde. Ils se mettaient à notre niveau. C'était des gens qui savaient se mettre à notre niveau. Par contre, au moment où ils étaient à table avec les invités, on n'existait plus. C'était merci, au revoir, merci, au revoir. Mais avant, ils se permettaient de discuter de la pluie, de beau temps, de s'intéresser à nos problèmes de tous les jours. Où est-ce que vous habitez loin, à quelle heure vous finissez, des choses toutes simples. Et c'était bien déjà qu'ils s'intéressent à notre statut, ces gens-là. Catherine Deneuve, elle demandait toujours son petit verre de vin blanc. Elle adore le vin blanc, Catherine Deneuve. Mastroianni, comme vous savez, il est décédé très tôt. Je ne l'ai pas connu beaucoup. Mais il était en forme encore quand il venait au restaurant. C'était un bonhomme aussi, ça, Mastroianni. Est-ce que vous avez vu les films de Mastroianni? Oh là 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 là. Est-ce que vous avez vu le film de Mastroianni où il fait un rôle d'homosexuel? Oh, extraordinaire ce film. Je ne me rappelle plus de son nom, mais ce film avec Mastroianni, où il joue le rôle d'un homosexuel en Italie, dans le temps de la dictature, un peu. Le cinéma italien était très bon à cette époque. Les années 80, très bon cinéma italien aussi. Très, 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 très bon. Mastroianni. Sophia Loren,
Il y avait des gens du cinéma italien aussi qui étaient grandioses, grandioses, grandioses. Quelle époque ces années 80, quelle époque. Paris des années 80, le cinéma des années 80-70, le spectacle des années 80. Tout était tellement plus beau, tellement plus simple. Les gens étaient merveilleux. Il y avait moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes. Euh, donc, M. Chirac remonte les escaliers. Tous ses invités sont déjà partis, les derniers à partir. Voilà qui, M. Chirac, un grand bonhomme, avec le sourire, avec les mains toujours prêtes à bondir pour serrer une main. Il n'y a déjà plus personne en salle, à l'étage. Nous sommes là en attendant que les gens partent pour finir le service. Monsieur Chirac arrive, il commence par serrer la main de tout le monde parce que au départ, bien sûr, à l'arrivée, il est descendu directement au salon parce qu'il savait qu'il y avait déjà les invités qui l'attendaient. Donc c'est à la fin qu'il nous serre la main. Il est venu vers nous avec une force, avec une volonté, avec un état d'esprit, son sourire. Il a été partout en cuisine, chercher la moindre main. Il a serré la main de tout le monde avec le sourire, dans une gaieté totale, dans un état d'esprit. C'était formidable, c'était magnifique, c'était généreux. On est resté, oh, Monsieur Chirac, quelle énergie, quelle positivité ce mec. Oh la vache, impressionnant. Sans parler de l'homme politique et de sa politique et ce qu'il a fait par ailleurs en tant que président de la République. En ce moment-là, il n'était pas président, il était maire de Paris. Et un très bon maire d'ailleurs, malgré les casseroles qu'il a mis sur le dos les autres après. Bon, on ne va pas parler politique. Hein. C'est un peu... c'est caca, comme il dit Bigard. La politique, c'est caca. Bigard, il dit, la politique, c'est caca. La politique, faut pas toucher, c'est caca. La politique, c'est caca. Oui, la politique, c'est caca, c'est sûr. Voilà. Quelle aventure, quelle aventure. Dans ce restaurant, les cailles de PCB, je dois y rester 1 an, pas plus. Un an et demi, je sais plus. Je finis par changer de crèmerie encore. Pourquoi? Du comment? Parce que quand on est jeune, il faut faire beaucoup de maisons pour s'améliorer, pour que notre salaire évolue aussi. Vous savez qu'à un moment donné, vous êtes très qualifié. Si vous ne négociez pas votre salaire, vous êtes foutu. Donc parfois, le seul moyen de négocier son salaire et d'avoir des conditions meilleures, c'est de changer. Encore que les cas de PCB, le monsieur Bardèche, quand j'ai eu mon entretien pour être embauché, il a eu une phrase très importante. Et pour un patron, il m'a dit, par rapport à votre âge, vous allez gagner plus que le SMIC. Par rapport à votre âge, vous allez gagner beaucoup plus que le SMIC. Déjà, c'était un patron, vous voyez, rien que cette phrase, ça donne envie de travailler pour ces gens-là. Ça donne envie, c'était un mec, c'était un homme, il avait du cœur, il avait de l'expérience, il savait ce que c'était être un garçon de salle, il savait que par rapport à mon âge que c'était pas correct, que je sois payé que le SMIC, malgré tous les pourboires qu'on avait généreux des clients. Par rapport à votre âge, vous serez payé plus que le SMIC. Ah! Quand un homme de cette envergure vous balance ça à la figure, c'est généreux, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, plus tard, il y aura encore un autre restaurant, comme je vous ai parlé sur l'île de la Cité. Mais celui-là, je ne vais pas donner son nom puisqu'il existe encore. Il va se passer beaucoup de choses puisque je vais vivre 7 ans de vie professionnelle. Là encore, il va se passer plein de choses dans ce magnifique restaurant sur l'île de la Cité, près de Notre-Dame, et qui existe encore et qui fait une cuisine généreuse du sud-ouest de la France. Revenons à Julien. Tiens, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de Julien.
Oui, oui, on a continué à se voir, bien sûr, avec des couacs, mais finalement, ce garçon, il avait une façon de m'aimer. Il m'aimait, mais à sa façon. Moi, j'étais amoureux de lui. Lui, non, il n'était pas amoureux de moi. Il m'utilisait pour du sexe, il m'exploitait par, par ses coups bas. C'était un garçon qui était très fier de lui, très fier de son statut. Bien sûr, d'une famille de médecins, vous pensez bien que... Mais il a tenu un an avec moi, on n'a jamais vécu ensemble, puisqu'il n'habitait pas à Paris, et après il a fini ses études, etc. Il a trouvé un travail très vite dans une grande maison, dans une grande maison, je ne vous dirai pas de nom. De temps en temps, le samedi soir, à la fin du service, il se pointait à l'Ange Gourmand. Il m'attendait sur le bord de quai de Seine. Il tournait, il virait, il venait me chercher pour aller en boîte. Évidemment, il aimait pas du tout mon travail. Ah ben non, ça ne lui intéressait pas du tout que je fasse ce travail. D'ailleurs, il me le reprochait souvent. Il attendait, évidemment, vous savez, dans la restauration, vous savez à quelle heure vous commencez, mais vous ne savez jamais à quelle heure vous finissez. Julien, il attendait parce qu'il avait envie d'aller s'amuser en boîte et il venait me chercher. On a passé des moments magnifiques, Julien et moi. Moi, j'étais amoureux de lui de toute façon. Donc, à chaque fois qu'on se voyait, c'était beau, c'était magnifique. Bon, on va en rester là, quand même. Je ne vais pas tout vous raconter. Non, l'histoire de Julien n'est pas encore finie, non. Il y aura une partie qui sera écrite dans un livre beaucoup plus tard. À cette époque des années 80. C'était. Je ne vous ai pas parlé de Françoise Sagan. J'ai connu Françoise Sagan aussi, dans mon dernier restaurant. Françoise Sagan. Oh là là, quel bout de femme aussi, Françoise Sagan. Je l'ai connue presque à la fin de sa vie, Françoise Sagan. Elle était généreuse. Un soir, elle est venue fêter un anniversaire pour ses petits-enfants dans le restaurant sur l'île de la Cité. Avant de partir, la soirée se passe bien et tout, elle est très heureuse. Françoise Sagan, elle vient au bar, il y a moi et puis le deuxième serveur qui est avec moi. Et voilà qu'elle sort un billet de 500 francs. Un billet de 500 francs. Elle le pose sur le bar et dit, c'est pour vous, c'est pour le personnel. Un billet de 500 francs. Françoise Sagan, qui ne connaissait ni d'Adam ni Ève, elle est venue juste fêter 2 fois quelque chose dans ce restaurant et elle nous balance gentiment sur le bar un billet de 500 francs de pourboire. Vous vous rendez compte de la générosité de cette femme? Vous n'avez même pas besoin d'écouter les ragots, son histoire, son passé, ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Françoise Sagan met un billet de 500 francs sur le bar pour le personnel de salle. Grandiose, 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 grandiose. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une personnalité. C'est grand, c'est magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est généreux. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end à tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Merci d'avance, muito obrigado da vossa paciência. Se gostam das minhas videos, não esqueçam de partilhar as minhas videos, por favor. Muito obrigado, merci beaucoup. Prenez soin de vous, soyez généreux, soyez beau, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.